Bon, je suis heureux de vous rencontrer de nouveau les adhérents et sympathisants d'Île-de-France. Je vois qu'on est de plus en plus nombreux à chacune des réunions, donc c'est quelque chose qui est réjouissant. Nous voici au début du mois de mai 2010, et je voudrais vous faire une petite présentation simplement, vous donner un peu nos analyses de ce qui se passe, et ce qui se passe, c'est effectivement et d'abord et avant tout les questions cruciales concernant l'avenir de la zone euro. Alors je ne vais pas vous redire ce que dit tout le monde, ce que disent les journaux, puisque vous êtes au courant donc que la Grèce est dans une situation financière délicate, que derrière la Grèce, le Portugal puis l'Espagne ont vu leurs notes souveraines dégradées par des agences de notation. On apprenait aujourd'hui même qu'une autre agence américaine, l'agence Moody's, attirait l'attention. Nous sommes aujourd'hui le 6 mai. L'agence Moody's a porté un nouveau coup jeudi, estimant que la crise financière grecque représentait un risque important pour les banques de plusieurs pays européens, dont le Portugal, l'Espagne, l'Italie, l'Irlande et le Royaume-Uni. Donc on a un peu l'impression d'un phénomène de domino. Alors, ce qui me paraît important, c'est que, bien entendu, vous voyez d'un seul coup toute la presse et un certain nombre de démagogues qui s'emparent de cette affaire en disant ah là, il faut sortir de l'euro, etc. C'est-à-dire que ce que nous disons depuis des années, j'insiste sur le fait que l'Union populaire républicaine s'est créée depuis des années pour demander, pour annoncer la nécessité de sortir de l'Europe, de l'euro. Depuis maintenant 3 ans que nous existons, nous avons été systématiquement boycottés, systématiquement mis de côté par les médias. Un certain nombre d'opposants de pacotille, je pense notamment aux souverainistes, nous ont traités d'extrémistes. Et maintenant, voici que ces gens catastrophes changent en 24 heures leur discours. J'ai entendu Marine Le Pen qui maintenant dit qu'il faut sortir de l'euro. Oui, mais M. Le Pen en 2006, en décembre 2006, par l'intermédiaire de Bruno Goldlich, le 16 décembre par une dépêche de l'AFP, disait pas du tout ça, il disait au contraire qu'il fallait rester dans l'euro. Et d'ailleurs, si vous allez sur le site du Front National, vous découvrirez qu'ils n'ont pas eu le temps de mettre à jour. Et qu'ils sont au contraire ils proposent de négocier avec la Banque Centrale Européenne. D'ailleurs, c'est très intéressant d'aller sur le site du Front National, comme d'ailleurs sur le site de beaucoup d'autres partis politiques. C'est que vous avez sur chaque page des propositions différentes et contradictoires. Ça s'appelle l'auberge espagnole. C'est une vieille ficelle de la politique aérienne. L'UMP fait pareil, le Parti socialiste fait pareil. À l'UMP, par exemple, vous avez des ultra-européistes, et puis vous en avez d'autres, comme Jacques Millard, qui, eux, sont des souverainistes. Donc vous en avez pour tout le monde. Alors quand vous votez pour l'UMP, vous votez pour qui? Vous votez pour Sarkozy, vous votez pour M. Lelouch, vous votez pour M. Juppé, pour M. De Villepin, pour M. Millard. Vous ne savez plus pour qui vous votez. Vous votez pour rien. Et c'est pareil au Front National, puisque le Front National, effectivement, j'ai vu que Mme Le Pen commence à faire des vidéos comme celle-ci. Je lui dis bonjour d'ailleurs, Mme Le Pen, bonjour M. Dupont-Aignan, parce que je vois qu'ils sont en train de nous imiter. On leur dit bonjour. Il y a une nouvelle vidéo de Marine Le Pen qui reprend d'ailleurs mes expressions, celles que j'avais dites dans des conférences voici 1 an et demi, quand je comparais l'euro, la monnaie unique, à un médecin qui aurait un médicament unique pour tous ses malades. Bon, j'avais lancé ça plusieurs fois, il y a 1 an, il y a d'ailleurs plusieurs témoins. Et bien Mme Le Pen a trouvé ça hier, donc c'est sa nouvelle vidéo. Bon, alors ça, je me permets de le dire, c'est pas très important. Mais c'est quand même important parce qu'il faut faire attention à la cohérence des analyses et à la cohérence sur la durée. Les personnes qui actuellement vous disent qu'il faut sortir de l'euro, d'ailleurs, ne vous le disent pas. Faites très attention à ça. Il faut un proverbe allemand qui dit « Der Teufel liegt im Detail ». Le diable réside dans les détails.
Par exemple, je vois que monsieur, comment dirais-je, Dupont-Aignan dit qu'il veut être champion de la sortie de l'euro. Mais il ne propose pas la sortie de l'euro. Il dit qu'il faut adopter une monnaie unique européenne. Mais adopter une monnaie unique européenne et sortir de l'euro, en termes très concrets, ça veut dire dénoncer le traité de Maastricht, puisque le traité de Maastricht fixe l'euro. Et donc, renégocier un nouveau traité. Et donc, on retombe sur les propositions de l'UPR depuis sa création, qui consiste à dénoncer tous les traités européens. Seulement, voilà, M. Dupont-Aignan, comme M. Mélenchon à gauche, ils font des propositions, mais ils ne disent jamais qu'ils seront d'accord pour sortir des traités européens. En d'autres termes, toutes leurs propositions sont soumises à des conditions extrêmement floues. Hein, ça, c'est très très important. Si ils veulent sortir de l'euro, alors il faut qu'ils disent comme nous, et on sera heureux de les accueillir à l'UPR, parce que ça fait 3 ans qu'on le dit, eh bien il faut sortir de l'euro, créer une monnaie nationale, et donc dénoncer le traité de Maastricht. Ils ne le disent pas. Et c'est pareil pour tous les autres partis. Reprenez, regardez minutieusement leur programme. Si on a le temps, on a d'autres choses à faire. Et si on a le temps, ça vaudrait la peine de mettre sur notre site une analyse très précise de ce qui est dit. C'est que soit on sort des traités européens, y compris le traité de Rome, j'y reviendrai, puisque on ne peut pas parler de la lutte contre les délocalisations si on ne parle pas des négociations commerciales multilatérales qui ont été confiées à la Commission européenne depuis 1957. Donc si on ne va pas jusqu'au bout de cela, à ce moment-là, on enfume la population. Parce que c'est facile de dire « Ah, moi, je propose de sortir de l'euro ». Mais après, ils pourront, une fois élus, vous dire « Bah oui, bah, j'ai proposé, mais les autres ne voulaient pas. Donc, j'ai pas pu. » C'est pas une blague, ce que je dis. C'est ce qu'a fait exactement M. Jospin en 1997. Il s'est fait élire. Hein, au moment de la dissolution, il avait dit « Je vais renégocier le pacte de stabilité, qui est un pacte antisocial, etc. » Il a été élu. Il est allé voir le chancelier d'Allemagne. Puis après, il est revenu dire « Ben non, j'ai pas pu. Voilà, ils sont pas d'accord, donc ben non. » Et on continue comme ça. Vous comprenez? Ça, c'est un tour de passe-passe. Nous avons affaire à des escrocs de la politique. Nous, ce que nous disons, qui est tout à fait différent de ce que dit tout le monde, c'est que nous, que ça plaise à Pierre-Paul ou Jacques, que ça déplaise à Mme Merkel, au Premier ministre britannique, au président polonais ou au président des États-Unis, nous, la chose que nous voulons, c'est qu'on va sortir de l'Union européenne, et ça, les Français le peuvent tous seuls. En vertu de la clause de l'article 49A du traité de Lisbonne, article 50 maintenant de la version consolidée du traité de Maastricht, en vertu du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. La France va sortir de l'Union européenne parce que c'est la clé de voûte de notre asservissement collectif. Vous voyez bien à quel point ça n'a rien à voir avec ce tour de passe-passe de ceux qui vous disent on va renégocier, on veut une Europe qui va protéger nos intérêts, etc. Oui, mais justement, les autres ne le veulent pas. Alors cette crise, la crise de l'euro, je voudrais en dire 3-4 mots. J'aurai l'occasion, dans une prochaine réunion publique en région parisienne, d'exposer très précisément comment nous allons sortir de l'euro. Que je vais faire, sortir de l'euro, mode d'emploi, et surtout en expliquant également à quel point tout ceci est faisable et possible. Il y a des gens qui sont convaincus qu'on ne peut pas. Il y a quelque chose qui est important à comprendre, c'est que certaines personnes avaient prévu dès l'origine que l'euro ne pourrait pas marcher. D'ailleurs, un certain nombre, quand je dis certaines personnes, c'est qu'il y avait pas mal de gens. Si vous ressortez les débats qui ont eu lieu au moment de la ratification du traité de Maastricht, vous découvrirez qu'il y avait beaucoup d'économistes qui avaient déjà dit ce qui risquait de se passer. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nous avons affaire à une monnaie unique pour actuellement 16 économies différentes. Ce qui se passe, c'est actuellement ce qu'on appelle un choc asymétrique
en économie. Un pays est victime d'une situation économique très différente des autres. Des économistes célèbres, Robert Mundell, j'en parle dans un dossier que nous allons mettre en ligne sous 48 heures, très complet, pour bien expliquer aux gens ce qui se passe. Parce que nous, l'UPR, nous sommes des gens sérieux. On ne fait pas de la mousse, on va au fond des choses. Donc, des économistes comme Robert Mundell sur la théorie des zones monétaires optimales avaient expliqué que lorsqu'il y a un choc qui se produit dans un État, soit il a sa propre monnaie, et à ce moment-là, il veut procéder à une dépréciation monétaire. Ça a été le cas, par exemple, de la France après les événements de mai 68. Soit il appartient à une zone monétaire plus vaste. Et à ce moment-là, toute l'histoire économique mondiale a montré que le choc ne pouvait être résorbé que de trois façons. Soit une harmonisation fiscale, salariale, le plus vite possible dans tout l'espace de la zone. Soit pour avoir les mêmes conditions. Soit un exode des populations vers les zones riches, où il y a des emplois. Troisième possibilité, des transferts financiers massifs vers la zone qui est victime d'un choc asymétrique. Alors c'est toute la question, c'est ce qu'on est en train de voir. La zone euro, il est évident qu'il ne peut pas y avoir d'harmonisation fiscale et salariale, puisqu'il y a des pays avec des niveaux de développement extrêmement différents. D'ailleurs, les pays de l'Est européen sont entrés dans la zone euro, enfin dans l'Union européenne, et certains anticipent d'entrer dans la zone euro pour bénéficier justement de ces différences salariales. Donc, il n'y a pas d'harmonisation fiscale et salariale. Le deuxième critère, ça voudrait dire que, en l'espèce, par exemple, une grande partie des Grecs émigrent vers d'autres zones. C'est ce qui se passe en fait aux États-Unis. Si par exemple, il y a une grave crise dans l'État du Michigan, eh bien les gens prennent leur voiture, vous savez que les Américains sont très mobiles, et ils vont aller s'installer au Texas ou en Floride. Là, ça pose la question que personne ne veut voir, c'est est-ce qu'il y a un peuple européen? Mais non, il n'y a pas de peuple européen. Les Français n'ont aucune envie d'aller s'installer massivement en Allemagne ou en République tchèque. D'ailleurs, on n'est pas sûr qu'ils y seraient bien accueillis, il est encore moins sûr qu'ils y trouveraient du travail. Donc on touche du doigt ce qui est le problème. Il y a une mobilité à l'intérieur d'un État. En France, la mobilité d'ailleurs est faible en France, même à l'intérieur de la France, mais quand même. En France, on peut aller chercher de l'emploi sur la Côte d'Azur, ou en Bretagne, ou à Toulouse, et encore. Mais les Français qui déjà se déplacent très peu à l'intérieur de la France ne vont évidemment pas aller à l'autre bout de l'Europe. Donc on a une rigidité, comme disent les économistes, considérable. Ce qui fait que les deux premiers facteurs de résolution du choc asymétrique n'existent pas dans la zone euro. Il n'y a donc plus que le troisième, qui sont les transferts financiers massifs. Alors, c'est ce à quoi nous sommes en train d'assister. Et je voudrais quand même insister sur plusieurs choses. C'est quoi le problème des Grecs? Le problème des Grecs, c'est qu'ils ont été d'abord et avant tout victimes de manipulations de grandes banques internationales qui, après avoir spéculé sur leur endettement, spéculent maintenant sur les dettes qu'ils ont créées dans le cadre des plans de relance pour éviter l'effondrement de leur économie. Alors, la responsabilité en la matière de très grandes banques internationales, notamment JP Morgan, Goldman Sachs, est entièrement engagée. Nous avons affaire à une lutte qui est terrible entre des banques, celles que j'ai nommées notamment, pas seulement, et qui jouent contre les intérêts des peuples et qui jouent comment dirais-je, une partition qui est particulièrement abjecte d'escroquerie au niveau mondial. Alors on va me dire, il exagère un petit peu quand même, ce sont des propos assez forts. Eh bien écoutez, je vais vous livrer un scoop ce soir. C'est une déclaration de Madame la chancelière d'Allemagne, de la chancelière Merkel, qui a fait une sensation aujourd'hui même, cet après-midi même en Allemagne, en disant ceci, nous devons, c'est Madame Merkel, la chancelière d'Allemagne qui parle,
Nous devons maintenant démontrer clairement qu'en Europe, nous avons la force politique. Nous avons la force politique. Chacun dans notre pays, de nous remettre sur la voie du pacte de stabilité et de croissance. C'est un combat des politiques contre les marchés. Et elle poursuit en disant, d'abord les banques ont failli, forçant les États à mener des actions de sauvetage. Elles ont plongé l'économie mondiale dans le précipice et nous avons dû engager des plans de relance. À cause de ces plans de relance, nous sommes endettés et maintenant les banques spéculent contre ces dettes. C'est vraiment très perfide. La chancelière d'Allemagne, ça a fait un scoop cet après-midi, vient de dire que le travail des banques mondiales est un travail perfide. C'est quand même pas rien. C'est pas M. Sarkozy qui dirait ça. C'est d'ailleurs d'autant moins M. Sarkozy qui dirait ça que je voudrais au passage attirer votre attention sur quelque chose qui est passé totalement inaperçu. C'est l'arrêté du 5 janvier 2010 pris par le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer en France, publié au journal officiel de la République française, qui a décidé d'ouvrir le marché du gaz en France à la société JP Morgan Markets Limited. Et l'arrêté du 19 janvier 2010 du même ministère qui a décidé d'autoriser la société Goldman Sachs International à exercer l'activité de fourniture de gaz en France. C'est-à-dire ces deux banques, parmi d'autres, qui sont maintenant au centre des scandales de plus en plus importants. Aux États-Unis, maintenant, ils sont dans l'œil du cyclone. Nous avons affaire à des manœuvres d'escroquerie planétaire. Ces banques qui sont en train de mettre à genoux l'économie grecque en attendant la portugaise, etc., nous qui avions un fleuron de notre industrie nationale qui s'appelait Gaz de France, eh bien non seulement on l'a ouvert au marché, mais maintenant on le fait concurrencer par des sociétés bancaires qui n'ont aucune expérience, naturellement, du marché du gaz. On a donc affaire, et c'est très grave, nous avons affaire à une classe dirigeante dans l'ensemble des pays d'Europe, et malheureusement sans doute plus marquée en France qu'ailleurs, en Allemagne, qui d'abord et avant tout servent les intérêts qui ne sont pas ceux du peuple français. S'agissant de l'euro, on se retrouve donc devant cette situation que l'on demande des transferts pour 110 milliards d'euros à la Grèce en quelques années, c'est-à-dire des milliards et des milliards d'euros. Alors, vous avez aussitôt les bonnes consciences, les grandes consciences morales européistes qui vous disent qu'il ne faut pas chipoter la solidarité européenne. Ce serait être xénophobe, nationaliste, et tout juste si on n'est pas pour les camps de concentration, parce qu'on tiquerait à l'idée de filer autant d'argent aux Grecs. Alors, il y a quand même un certain nombre de choses qu'il faut préciser. C'est que vous savez tous, enfin pour ceux d'entre vous qui travaillez dans la fonction publique, dans les hôpitaux, dans la recherche, dans l'éducation, dans tout ce qui est le domaine de la santé, de l'emploi, vous savez que dans tous les ministères, il n'y a plus d'argent, c'est les restrictions systématiques. Vous demandez 1000 euros, vous ne les avez pas, parce qu'on n'a pas 1000 euros. Vous savez que le programme de logement social en France est scandaleusement faible depuis des années et des années. Donc on a affaire à une situation qui est dramatique. Je me rappelle avoir été directeur de cabinet du ministre du Tourisme, de Mme de Panafieux, en 1995, ça fait donc 15 ans, et la directive de M. Juppé, Premier ministre à l'époque, c'était tous les budgets de tous les ministères, moins 8% par rapport à l'année précédente. Eh bien là, nous avons une déclaration aujourd'hui de M. Fillon, parce que les choses sont en train de s'aggraver, de M. Fillon, 6 mai 2010, les dépenses de l'État vont être gelées en 2011, en 2012 et en 2013 dans la lutte contre le déficit public. C'est plus cette année de vache maigre. C'est que maintenant, ça fait depuis au moins 92, ça fait 18 années de vache maigre.
Et que plus on creuse, plus on coupe dans les dépenses de l'État d'ailleurs, plus la pauvreté s'installe en France, et plus on a affaire à des mesures de plus en plus grandes d'austérité. Alors dans ces conditions, le fait que tout le monde trouve très bien d'un seul coup d'envoyer pour la première année, pour la seule France, 3,9 milliards d'euros à la Grèce, il faut bien comprendre que cet argent, même si par un artifice de trésorerie, on va sans doute faire un emprunt, mais au bout du compte, rassurez-vous, hein, c'est vous qui allez payer, et moi. C'est les contribuables, tous, pas seulement ceux qui payent l'impôt sur le revenu, c'est tout le monde, tous les gens qui payent, qui font des achats, qui payent de la TVA. Qui est-ce qui paye d'ailleurs des achats et de la TVA en France? Tout le monde, y compris les plus pauvres d'entre nous. Y compris les plus pauvres d'entre nous. Donc cet argent, et c'est vrai aussi en Allemagne, parce qu'en Allemagne, tout le monde ne roule pas en Mercedes. En Allemagne, il y a des gens qui sont en dessous du seuil de pauvreté, il y a des chômeurs, il y a des gens fin de droit, il y a des grands malades, etc., etc. Donc quand on dit, quand certains voudraient dire « Oh, la solidarité européenne, vous chipotez la solidarité européenne », ce qu'il faut bien voir, c'est que le processus n'est pas celui-là. Il faut bien voir que on pourrait parler peut-être de solidarité européenne si, par exemple, il y avait un impôt de solidarité sur la fortune spécifique en Allemagne, en France, pour payer ces questions. Si on créait une taxation sur un impôt sur les sociétés, sur les bénéfices des grands groupes français ou allemands, là, on pourrait dire on fait payer les riches des pays riches. C'est relativement normal, mais ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. On fait payer tout le monde, c'est-à-dire y compris les plus pauvres, et on leur pique cet argent pour le donner aux Grecs. Mais ce n'est pas les Grecs à qui on le donne. On le donne au centime près, si j'ose dire, aux créances que se sont octroyées les grandes banques internationales dont je parlais tout à l'heure. Il y a un beau, vous savez, j'aime bien les proverbes chinois. Il y a un beau proverbe chinois, une belle expression chinoise qui s'applique parfaitement à l'espèce. C'est le voleur qui crie au voleur. C'est le voleur qui crie au voleur. Alors, il y a quelque chose que je voudrais dire. C'est que la situation n'est pas inconnue de nos dirigeants. Nous avons un de nos nouveaux adhérents, qui est un fonctionnaire haut placé à la Banque Centrale Européenne, qui a adhéré à l'UPRI. Dieu sait s'il sait de l'intérieur ce qui s'y passe. Alors il paraît que c'est la panique, évidemment, en ce moment. Mais tout ceci pouvait être facilement prévisible. Tout ceci, nous avons des dirigeants qui pouvaient savoir que l'euro n'était pas viable. Et je vais vous dire quelque chose, je vais vous faire un petit secret, dire un petit secret. Ils pouvaient d'autant plus le savoir que je l'ai écrit. Que je l'ai écrit dans ce dossier qui s'appelle « Le basculement du monde », que j'ai remis le 18 juin 2004 à M. Nicolas Sarkozy, ministre des Finances, à M. Claude Guéant, secrétaire général de l'Élysée. Et dans ce gros dossier, qui fait que vous pouvez voir qu'il est particulièrement détaillé, que j'avais fait personnellement, dans la conclusion, je vais vous faire grâce des 120 pages de ce dossier, et dans la conclusion qui était la seule qui pouvait être lue, il ne fait guère de doute que le système économique et financier mondial actuel devra tôt ou tard faire l'objet d'un profond réexamen, voire d'une totale remise à plat, car les dérèglements de l'économie américaine sont trop importants pour pouvoir continuer sur leur lancée. Le relèvement attendu des taux d'intérêt par la Fed, c'est-à-dire la Banque fédérale, là je parlais en 2004, devrait provisoirement calmer le jeu, mais les grandes tendances à l'endettement exponentiel des États-Unis demeurent intactes et laissent planer le risque d'une redoutable crise systémique. Des crises financières ou économiques comparables à celles d'Amérique latine ou d'Asie peuvent en outre réapparaître, surtout si les déficits américains restent non maîtrisés. Enfin, et même si l'idée paraît choquante, il ne faut pas s'interdire de penser que l'euro, monnaie plurinationale et sans État, a devant lui un parcours semé de tant d'embûches, qu'il pourrait le conduire à un échec définitif, comme cela a d'ailleurs toujours été observé dans l'histoire pour les monnaies plurinationales.
Et ceci était la conclusion de toute une analyse que j'avais fait passer. Analyse qui m'a valu d'être mis au placard. Non mais j'insiste. J'insiste, c'est quand même très important. C'est que j'ai été mis au placard par M. Thierry Breton, ministre de l'époque, qui ensuite est parti à Harvard et qui est financé par les États-Unis. Il l'était avant, il l'est toujours. Donc c'est ça ce qui est important que les Français comprennent. C'est que là, on n'est plus... C'est plus M. Dupont-Aignan, le young leader de la French American Foundation. Vous savez que M. Dupont-Aignan est dans la main de la French American Foundation. Là, nous avons affaire à quelque chose de très grave, M. Strauss-Kahn. C'est le FMI, vous avez vu, qui a apporté sur un plateau d'argent la solution pour la Grèce. Vous savez qui décide au FMI? C'est pas M. Strauss-Kahn. Le FMI est à Washington. Les États-Unis ont 16,79% du capital. Aucune décision ne peut être prise par le FMI sans que ce soit les Américains qui soient derrière. Nous sommes donc pieds et poings liés par un empire qui est en train de nous détruire. Voilà. Alors si maintenant vous considérez que tout ce que j'ai pu faire personnellement, et avec moi tous ceux qui ont rejoint l'UPR, depuis maintenant 3 ans, nous disons toujours la même chose. Vous ne trouverez aucun responsable de l'UPR qui dit quelque chose de différent. Si vous n'avez pas compris que nous sommes la solution pour sortir la France du désastre qui est en train de se produire, alors je ne peux plus rien pour vous. Maintenant, si vous avez compris que nous sommes vraiment dans une situation d'une gravité historique, et je maintiens ce terme, alors, et ça va être l'objectif de notre réunion maintenant, alors il faut tous se redresser les hanches. Il faut non seulement que vous adhériez, on a actuellement beaucoup d'adhésions qui arrivent, j'en suis très heureux, avec un peu d'argent, je vous ai dit l'argent malheureusement est le nerf de la guerre, mais il faut aussi que l'on puisse avoir des bras pour distribuer les tracts que l'on va publier, avoir une structuration de notre mouvement politique, il faut qu'on ait des délégués départementaux, et je terminerai là-dessus en vous disant que non seulement je ferai une réunion publique dans la région parisienne le 18 juin, évidemment, ça tombe bien, pour expliquer comment nous allons sortir de l'euro, et également une grande réunion, ça sera une grande réunion où là j'espère que nous aurons le plus grand nombre possible de gens qui viendront de l'ensemble de la région parisienne et si possible de France entière, que nous tiendrons au mois d'octobre pour annoncer notre programme pour 2012. Merci beaucoup.